Bonjour à toutes et bonjour à tous. Troisième webinaire sur l'innovation. On va le faire sur un format un peu différent d'habitude, c'est-à-dire que Raphaël, qui va conduire la présentation, interagira avec moi et aussi avec Aïkal pour faire quelques incursions sur des cas réels, très pratiques, on va dire des cas pratiques très pratiques qu'on connaît bien, qui sont le résultat de nos interventions, ou en tout cas des travaux avec les équipes de nos clients. Le thème aujourd'hui, l'innovation jusqu'où? La question est venue parce qu'on s'est aperçu, là, avec la rentrée et la reprise économique, qu'il y avait une forme d'emballement sur certains sujets. Et comme c'est un phénomène qui existe et qui a été modélisé par un certain nombre, ou à travers en tout cas un certain nombre d'outils, on s'est dit que ça valait le coup de faire aujourd'hui un petit temps d'échange, en tout cas de présentation et d'échange là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les aussi au fil de l'eau. En tout cas, il y aura de toute façon à la fin un temps prévu pour revenir sur les questions ou répondre à celles qui viendraient après. Donc l'innovation jusqu'où? Le point clé, c'est que si on va trop loin en matière d'effort d'innovation, on va s'apercevoir que le sujet en fait est complètement tué en termes de marché, de clients, de productivité même, alors que le point de départ était justement de chercher un surplus de performance. Donc on va vous expliquer un peu ce cheminement un peu paradoxal et comment, à travers des cas que certains connaissent, ou en tout cas qu'on a travaillé et qui sont accessibles, je dirais, un peu partout, et les nôtres, comment est-ce qu'on peut garder cette ligne de crête entre la recherche de performance et l'effort qui est fourni par les équipes pour obtenir la performance ou aller vers la performance voulue. Du coup, Raphaël, je te passe dès maintenant la parole. Bruno. Donc en préambule de ce webinaire, nous allons certainement au cours de cet échange utiliser le terme technologie. Dans cette présentation, cela caractérise tout processus permettant de convertir des entrées, comme le travail, des matériaux, du capital, de l'énergie ou de l'information, en sortie à valeur ajoutée. Donc on ne parle pas de techno forcément développement R&D ou invention, c'est vraiment le processus qui permet de créer de la valeur ajoutée. Donc au long de ce webinaire, on va s'appuyer sur un modèle qui s'appelle le diagramme de la disruption et qui permet de modéliser les différentes strates d'un marché et d'y représenter les différentes dynamiques associées. Donc ce modèle s'appuie sur 3 éléments principaux, dont le premier réside dans la distinction entre innovation de rupture et innovation continue. Donc ceux qui ont assisté à notre premier webinaire ont déjà pu avoir un aperçu détaillé de cette différence-là. Donc on va venir juste la rappeler de manière très succincte. L'innovation continue cible des clients exigeants, en leur fournissant une performance meilleure que ce qui était préalablement délivré. Certaines innovations continues sont des améliorations régulières, année après année, alors que d'autres sont bien plus spectaculaires et permettent de prendre une réelle avance sur la concurrence. Cependant, il faut garder à l'esprit que la difficulté technologique de l'innovation n'a aucune importance. De toute manière, les concurrents établis sur un marché gagneront presque toujours la course à l'innovation continue. Pourquoi? Parce que leur stratégie et leur business model consistent à faire des meilleurs produits qu'ils peuvent vendre pour des meilleures marges à leurs meilleurs clients. Donc forcément, les concurrents établis dans le marché ont une puissante source de motivation pour se battre sur ce terrain. À l'inverse, l'innovation de rupture n'a pas pour vocation de produire un meilleur produit pour des clients exigeants, ni existants d'ailleurs. Cette innovation consiste à redéfinir une nouvelle trajectoire en introduisant une offre qui n'est pas aussi performante que les produits actuellement disponibles selon le critère de performance en vigueur du marché. Mais l'innovation de rupture offre néanmoins d'autres avantages, généralement en matière de simplicité d'utilisation, de coût d'acquisition et d'utilisation, donc qui rend l'offre attractive pour des clients moins exigeants, voire même parfois nouveaux. Le deuxième élément important du diagramme de la disruption réside dans une trajectoire d'amélioration, que nous pouvons d'ailleurs retrouver sur n'importe quel marché. Cette première trajectoire
caractérise la performance d'un produit que les clients sont capables d'utiliser ou d'absorber. Nous la représentons comme une ligne simple, alors qu'en réalité, il y a une distribution de clients autour de cette droite, avec des clients au-dessus qui ont besoin de plus de performance et d'autres en dessous qui se satisfont de moins de performance. Sur un marché, il y a autant de droites que de segments de marché. Cette droite représente donc le niveau de performance nécessaire pour satisfaire les besoins du segment de marché en question. Donc c'est le deuxième élément important du diagramme de la disruption, c'est que sur tous les marchés, il y a une capacité limitée à absorber les améliorations de performance. Donc pour l'illustrer, on peut prendre l'exemple de l'ordinateur. Si on fait un petit retour en arrière en 1983, quand les premières personnes se sont mis à utiliser les ordinateurs pour faire du traitement de texte, les dactylographes devaient régulièrement s'arrêter de taper sur leur clavier pour laisser les processeurs les rattraper. Et quand on regarde aujourd'hui, les processeurs sont beaucoup plus rapides et dépassent largement la puissance dont le marché de masse a besoin. Donc ça veut dire qu'il y a des segments de marché qui sont déjà largement satisfaits par la puissance des processeurs, et pourtant il y a encore des segments de marché qui ne sont toujours pas satisfaits par la performance des processeurs. Donc ils demandent encore des améliorations de performance. Ensuite, sur n'importe quel marché, il y a une deuxième trajectoire d'amélioration. C'est là que réside le troisième élément important du diagramme de la disruption. Cette trajectoire d'amélioration, ce sont les améliorations produites par les entreprises innovantes, qui continuent d'innover et qui continuent de livrer des produits qui s'améliorent avec le temps, donc justement en s'appuyant sur l'innovation continue. La trajectoire d'amélioration de performance des produits, donc soutenue par le progrès technologique, par l'innovation continue, progresse plus rapidement que la capacité d'adoption de l'amélioration par le marché. La performance de l'offre proposée par les entreprises finit donc presque toujours par dépasser la capacité des clients à l'utiliser. Ce phénomène se produit car les entreprises sont généralement attirées par le haut du marché. Lorsqu'une entreprise veut monter en gamme, elle doit s'attaquer donc au segment de marché supérieur, qui regroupe des clients un peu plus exigeants et donc susceptibles de payer un peu plus cher pour une solution répondant à leurs besoins. Et donc lorsque cette montée en gamme réussit, la marge augmente automatiquement, toutes choses étant égales par ailleurs, car nous avons une même structure de coûts qui supporte des produits vendus plus chers. Donc c'est pour cela que la montée en gamme est attractive pour les entreprises. Donc si nous reformulons ce que nous venons de dire, cela signifie qu'une entreprise, positionnée aujourd'hui sur les besoins actuels du marché de masse, finira probablement par dépasser ce que ces mêmes clients sont capables d'utiliser. Une entreprise bien gérée, de manière générale, est souvent au service de ses clients, et en particulier les plus exigeants, qui ont souvent un problème aigu à régler pour lequel ils sont prêts à payer cher pour le résoudre. Donc pour eux, l'entreprise améliore son offre constamment vers le haut, selon le critère de performance en vigueur du marché. Cette orientation client, ou customer-centric, comme on peut le voir de temps en temps, a un revers. C'est qu'en améliorant continuellement son offre, l'entreprise s'éloigne des besoins du marché moyen, qui évolue bien moins vite que la performance de son offre. Les clients deviennent alors surservis. Ils sont satisfaits par l'offre actuelle, qui répond à leurs besoins, mais ne sont pas prêts à payer plus cher pour une offre améliorée. Au contraire même, l'amélioration constante de l'offre finit par dépasser de très loin leurs besoins et ils n'en voient même plus l'utilité. C'est-à-dire que, une fois que l'offre dépasse largement leurs besoins, ils considèrent qu'une large partie de la performance de l'offre leur est inutile. Donc les clients ne la valorisent pas et se demandent même légitimement pourquoi ils devraient payer pour l'ensemble des fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas. Donc, si on reprend l'exemple de l'ordinateur, dans les années 90, les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour permettre une utilisation fluide de Windows. Donc, chaque nouvelle version du microprocesseur d'Intel était attendue avec impatience. Au bout d'un certain temps, les progrès technologiques font que la performance, jusque-là insuffisante, atteint un niveau suffisant pour satisfaire les besoins des utilisateurs moyens. Aujourd'hui, n'importe quel PC que vous pouvez trouver sur Internet ou dans un supermarché est suffisamment puissant pour effectuer toutes les tâches classiques de la plupart des utilisateurs.
Donc la performance technique devient suffisante. Et tout surplus de performance n'est plus forcément valorisé par les utilisateurs moyens. Il est donc très important de prendre garde au contexte de son marché. C'est-à-dire que lorsque la technologie est encore immature, sa performance technique est donc encore insuffisante, et c'est sur ce critère que les clients exigeants veulent des améliorations de performance. Donc là, on se situe plutôt sur la gauche de la courbe. Nous voyons bien qu'il y a un point de pivot lorsque le rythme de développement technologique vient faire dépasser ce que demandent les clients, ce que les clients sont capables d'absorber, et lorsque ce point de pivot est franchi, poursuivre sur une trajectoire d'amélioration de la performance devient alors risqué pour l'entreprise. Les progrès de la technologie en matière de performance et le surservice qui en résulte ont une implication importante sur la dynamique de marché, car ils entraînent un changement progressif du critère de performance dominant sur le marché. En situation de surservice, le critère de performance du marché évolue de la performance technique vers la simplicité d'utilisation. Donc, dit autrement, lorsque nous avons deux produits qui ont une performance technique satisfaisante du point de vue des clients, encore une fois, je précise, du point de vue des clients, pas de celui qui le fabrique, ils seront finalement comparés selon leur efficacité d'utilisation. C'est ce qui explique d'ailleurs la victoire de l'iPhone lors de sa sortie, qui était techniquement inférieure au Nokia de l'époque, parce que pas compatible 3G, mais cependant suffisamment performant d'un point de vue du client et beaucoup plus facile d'emploi. Pour illustrer ce que nous venons de dire, nous pouvons prendre l'exemple qui est cité par Philippe Silberzan dans son livre « Relever le défi de l'innovation de rupture ». C'est l'exemple du groupe pharmaceutique Lilly, qui a introduit en 1982 Humulin, qui est une insuline pure. Alors que l'insuline utilisée de manière classique à cette époque-là, d'origine animale, n'était pure qu'à 60%. Donc son développement fait intervenir l'expertise génétique de l'entreprise. Elle a nécessité 1 milliard de dollars d'investissement, donc c'est quelque chose, un produit dans lequel la direction croit très fort. Malheureusement pour elle, l'humuline ne rencontre qu'un succès limité. Pourquoi? Parce que l'insuline classique est déjà largement suffisante pour l'immense majorité des diabétiques. Et le problème, c'est que l'humuline est 25% plus chère, et n'a aucun intérêt d'ailleurs pour 99% des patients diabétiques. Donc forcément, la majorité des diabétiques ne vont pas accepter de payer 25% plus cher pour quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Donc on voit bien ici que Lilly a surservi ses clients. Pendant que Lilly investissait sans succès dans une insuline pure, son concurrent, Novo Nordisk, a identifié un critère de performance où les utilisateurs étaient sous-servis. Le fameux critère de facilité d'utilisation. Et c'est pour ça que l'entreprise danoise a décidé de développer un stylo injecteur d'insuline qui facilite l'injection pour les patients, et dont le succès a d'ailleurs été considérable. Donc on voit bien ici que la facilité d'utilisation, au sens large du terme, est donc une condition qui est indispensable à la démocratisation d'une innovation. Lorsque la technologie devient suffisamment familière aux utilisateurs au marché de masse, le critère de performance donc bascule une nouvelle fois. Mais cette fois, elle bascule vers le prix. En fait, on voit bien ici qu'il y a 3 étapes d'évaluation du marché. Première étape, dans un marché caractérisé par le manque de performance, les clients vont venir valoriser la performance technique de l'offre. Une fois que cette performance technique atteint leurs besoins, ils vont venir valoriser la facilité d'utilisation, la réactivité de l'entreprise à leur délivrer le produit. L'idée, c'est d'avoir exactement ce qu'ils veulent quand ils veulent. Également la personnalisation du produit. Et une fois que ces critères de performance sont satisfaisants aux yeux du client, à ce moment-là, l'attention bascule vers le prix. C'est alors le début de la banalisation et de la guerre des prix qui permet justement la véritable diffusion de masse. Et c'est là aussi qu'on rentre dans le fameux océan rouge. Et c'est également lors de cette phase que nous avons une prolifération des offres low cost, qui sont introduites aussi parce que la technologie est également banalisée du côté des fournisseurs. Donc on arrive justement à réduire les coûts. Donc naturellement, la connaissance de ce modèle d'évolution en phase de marché permet aux acteurs de pouvoir adapter leur stratégie au cours du temps.
ces phases ne doivent pas être perçues comme des étapes qu'il faut attendre ou qu'il faut subir. Et justement, on va voir avec l'exemple de la Ford T, comment un acteur peut arriver à forcer le passage d'une phase à une autre sur un marché. Juste une petite parenthèse, Raphaël, et je crois qu'il y a des personnes avec qui on a travaillé qui sont présentes là aujourd'hui. Le modèle que tu viens de présenter, ce mouvement presque systémique, hein, finalement, sur cette montée de performance et la réaction du marché et des usages qui vont avec, on la trouve sans aller forcément sur les marchés à grande échelle ou avec des grands noms en vigueur. On la trouve à l'échelle de POC. Enfin, nous, en tout cas, on l'a vécu. Hein, Aïkal pourrait nous en parler tout à l'heure plus longuement. On l'a vécu à l'échelle de POC. Je pense notamment à des lunettes connectées où l'exigence d'utilisation était élevée et au final, ça s'est ramené sur quelque chose où l'usage était absolument prépondérant. Et là, et je refermerai la parenthèse en disant, là, on a un des leviers qui constitue un levier majeur d'efficacité sur les dispositifs internes d'innovation dans des grands groupes. Je te laisse, Raphaël. Tu as mis ton micro. Je pensais que... Pardon. C'est bon. Je pensais qu'elle voulait aussi intervenir. On verra. Donc, passons donc à l'exemple de la Ford T, justement, pour montrer comment un acteur peut arriver à forcer le passage d'une étape à l'autre. On oublie souvent qu'avant d'être moins cher, la voiture est également beaucoup plus facile que les voitures construites. À cette époque-là, beaucoup plus facile à construire, beaucoup plus facile à utiliser pour les personnes. Parce qu'auparavant, l'automobile était un produit très cher, compliqué à conduire et surtout construite sur mesure, spécifiquement pour son acheteur, qui étaient généralement des riches aristocrates. Henry Ford a donc décidé de simplifier tout ça, de standardiser les processus de fabrication, et donc arrive à concevoir une voiture facile à fabriquer, facile à conduire et facile à entretenir. Et donc tout ça lui permettant d'abaisser considérablement les prix. Ce qui lui a permis donc de franchir directement 2 phases en une seule fois. C'est-à-dire qu'il est arrivé à solvabiliser des nouveaux segments de marché qui initialement étaient inatteignables pour les acteurs historiques du marché. Segments de marché qui sont les bourgeois, voire même les ouvriers de son entreprise. Puisque Henry Ford va arriver à abaisser une nouvelle fois le prix de sa voiture quand il arrivera à déployer le processus de fabrication à la chaîne dans ses usines de fabrication. Donc on voit bien ici que Henry Ford a réussi à passer de la phase 1 à une époque où la performance de l'automobile était encore moins performante que les chevaux à l'époque, vers l'étape 3 où finalement il est arrivé directement à permettre à des personnes d'utiliser, d'acheter même la voiture alors qu'ils n'en avaient pas les moyens. L'exemple très connu de la Forte, effectivement, est peut-être en fait une compression des phases qui fait qu'il y a une forme de facilité qu'on peut avoir à se dire c'est ça l'innovation de rupture. Dit autrement, c'est pas une suite d'innovations incrémentales qui vont finir par créer une rupture de service, davantage que technologique d'ailleurs. Et du coup, en focalisant sur ce type d'exemple, et c'est bien que tu fasses la décomposition par rapport à ce modèle, on s'aperçoit que là, c'était, comme on dirait familièrement, c'était strike, quoi. Il a mis dans le mille, quoi. Oui, complètement, complètement. Encore une fois, en se concentrant sur un autre critère de performance. À l'époque, ce qui était regardé, le critère de performance en vigueur pour les constructeurs automobiles, c'était la puissance délivrée. Et lui, il s'est dit, en fait, le véritable problème, c'est pas forcément la puissance délivrée, c'est la complexité d'utilisation et la complexité de fabrication. Et c'est en simplifiant tout ça, en venant standardiser, qu'il a réussi à abaisser les coûts globaux et donc à venir solvabiliser les nouveaux segments de marché, qui sont complètement inatteignables pour les autres acteurs historiques, car leur business model n'est pas construit pour attaquer ces segments de marché. C'est justement ce qu'on va voir ici. Ce qui est très intéressant avec les entreprises qui sont orientées clients, c'est qu'en lançant donc cette course à la performance, elles viennent libérer de la place pour des nouveaux entrants, libérer de la place sur les segments d'entrée de gamme.
Dès lors que l'acteur en place s'éloigne vers le haut et que les critères des clients deviennent ainsi surservis, ils viennent alors se focaliser sur la simplicité d'utilisation, puis sur le prix. Donc, nous comprenons assez facilement pourquoi un nouvel entrant a des chances de réussir lorsqu'il répond à ces critères, même s'il propose une offre qui est moins performante sur le critère dominant. Lorsque le nouvel entrant arrive à cibler les clients surservis. Dès que cette offre apparaît, elle séduit donc les clients surservis et ils quittent alors l'ancienne offre qui dépasse largement leurs attentes et pour lesquelles ils ont l'impression de payer des fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas. Et c'est ainsi que se produit ce qu'on appelle une rupture par le bas, ou alors dite low cost. Low cost dans le sens où la nouvelle offre est inférieure à l'offre actuelle en termes de performance sur le critère dominant. C'est ce qui s'est passé notamment avec le low cost aérien qui est arrivé aux États-Unis dans les années 70, avec Southwest Airlines, qui est un exemple que nous avons détaillé aussi avec Bruno lors d'un précédent webinaire. Et on peut prendre des exemples beaucoup plus récents avec Uber ou Airbnb qui a contourné par le bas le monde de l'hôtellerie. Ce qui est très, très intéressant avec ce phénomène, c'est que bien souvent, les acteurs en place qui voient donc le nouvel entrant se positionner sur l'entrée de gamme est très content de lui laisser la place. Parce qu'en fait, ça leur permet d'allouer les ressources initialement mobilisées sur l'entrée de gamme sur d'autres segments de marché qui sont pour eux plus rentables. Donc automatiquement, ces entreprises, ces acteurs historiques, quand ils vont voir un nouvel entrant sur l'entrée de gamme, ils vont se dire bah, c'est génial, finalement ça ne nous pose pas trop de problèmes parce que les ressources qu'on utilisait sur l'entrée de gamme, on va les mettre ailleurs et automatiquement ça va venir, toutes choses restant égales par ailleurs, augmenter la rentabilité générale de leur entreprise. Donc en plus, ils vont avoir l'impression d'avoir pris la bonne décision stratégique. C'est très intéressant parce qu'on retrouve bien l'asymétrie caractéristique d'une rupture. C'est-à-dire que l'opportunité du segment d'entrée de gamme est très attractive pour les nouveaux entrants qui ont réussi à construire un business model spécifique pour y répondre, mais elle est inattractive pour les acteurs en place, qui eux sont prisonniers de leur business model existant. Donc on voit bien que constituer une offre low cost nécessite la création d'une proposition de valeur dédiée, centrée justement autour des fonctions superflues qui ne sont d'ailleurs plus valorisées par les clients. Et la constitution d'un business model qui doit être spécifiquement adapté à cet objectif, à un produit épuré. Et donc, une fois installé sur son segment de marché d'entrée de gamme, le nouveau concurrent est lui aussi soumis à l'attraction vers le haut. Il est souvent amené à s'attaquer au segment immédiatement supérieur. Encore une fois, parce qu'il voit des clients un peu plus exigeants, il voit également potentiellement des marges plus élevées. Donc ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il a la possibilité de pouvoir vendre des produits plus chers avec une structure de coût identique. Donc encore une fois, d'augmenter sa rentabilité. S'il arrive à maintenir son avantage en termes de prix, le combat est inégal, puisque, encore une fois, les acteurs historiques ne sont pas capables de venir le concurrencer sur ces gammes de prix-là. Donc les acteurs historiques, encore une fois, ils vont avoir tendance à fuir le combat, à le laisser prendre position sur ce segment de marché et d'allouer leurs ressources sur des segments de marché supérieurs pour augmenter leur taux de marge. Si je fais une petite parenthèse, Raphaël, en termes de transposition sur les actifs digitaux de l'entreprise, j'avais une discussion ce matin avec quelqu'un, enfin une entreprise du luxe sur des sujets d'innovation. Une de leurs difficultés, c'est l'acquisition de data sur des nouveaux segments. Et ils se font concurrencer par des sociétés qui rentrent sur du bas de gamme avec une capacité très plastique, si je puis dire, de leur système d'info, de leurs actifs digitaux, à capter, eux, de l'info que le concurrent actuel, enfin l'acteur historique du marché, a du mal à faire. Et donc, on a cette transposition aussi à travers ce que tu évoques sur la notion de prix d'oscillation par l'innovation par le bas, dans la notion aussi de gestion d'actifs des systèmes digitaux, informatiques, systèmes d'info, peu importe le terme, entre tout le legacy, donc tout ce qui est hérité, et les problèmes d'architecture, de standardisation qu'on va avoir pour redonner des souplesses ou en tout cas la capacité à coupler sur des standards. Exactement, exactement. C'est très intéressant et c'est très important. C'est que quand on observe ce point de basculement de marché, ça a aussi beaucoup d'impact sur la chaîne de valeur interne de l'entreprise. Savoir qu'est-ce qu'il faut garder en interne, qu'est-ce qu'il faut externaliser.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose de dynamique. Donc, la décision qu'on prend à un instant T, il faudra peut-être, elle n'est pas forcément encore valable à l'instant T plus 1. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien que l'entrée de gamme n'est pas un segment attractif ou inattractif en soi, mais que cette attractivité dépend du modèle d'affaires de l'entreprise. Et l'entrée de gamme ne peut pas être ciblée sans un modèle adapté. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de baisser les prix pour faire de l'entrée de gamme. Il est nécessaire de reconstruire intégralement un nouveau business model autour de la proposition de valeur et d'une formule de profit spécifique pour que cela fonctionne. Et l'exemple qui est mentionné dans le chat est excellent. C'est ce qu'a fait Dacia, initialement positionné sur le marché de masse, c'est ce qu'a fait Renault, initialement positionné sur le marché de masse avec Dacia. Et ce qui est intéressant avec l'exemple de Renault aussi, c'est qu'ils ont essayé d'attaquer les segments de marché supérieurs, avec la fameuse Velsatis. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à les atteindre, parce qu'en fait, la remontée en gamme n'est pas toujours possible sur tous les marchés. Pour deux raisons. Celle qui explique l'échec de Renault, c'est qu'en fait, il y a une discontinuité du marché. C'est-à-dire que le modèle d'affaires qui permettait à Renault de se positionner sur le marché de masse de l'automobile n'était pas le même que celui nécessaire pour le segment de marché supérieur. Oui, la Velsatis, en général, quand c'est un modèle, quand les gens se rappellent du modèle, c'est pas pour les bonnes raisons. C'est ça. Et oui, Dacia, initialement, a ciblé des pays comme la Turquie ou l'Europe de l'Est. Donc, des segments de marché plutôt d'entrée de gamme. On voit bien le contournement par le bas qu'a effectué Renault. Continuons, Raphaël. Je pense qu'il n'y a pas d'autres remarques pour l'instant. Ben, on a commencé donc à aborder justement cette notion de discontinuité de marché. Donc cette remontée en gamme des différents acteurs n'est pas toujours observée sur un marché. Donc pour la première raison, c'est justement ce problème de discontinuité de marché, c'est quand le business model n'est plus qui permet à l'entreprise de se positionner, de contourner le marché par le bas, n'est pas le même que celui qui est nécessaire pour passer au segment supérieur. On peut trouver l'illustration de ce phénomène-là sur les entreprises qui ont commencé à développer de la vente en ligne et qui ont réussi donc à avoir une structure de coûts beaucoup plus réduite et donc à pratiquer des coûts plus faibles. Le problème, c'est que pour attaquer un certain segment de marché, il faut commencer par ouvrir des boutiques, avec des lieux physiques. Donc avoir des forces commerciales, avoir un peu de marketing, ce qui vient faire gonfler la structure de coûts et donc il ne permet plus à l'entreprise de pratiquer des coûts bas. Donc là, on voit bien que quand on est en présence d'une discontinuité de marché, le nouvel entrant doit donc forcément utiliser le même business model que les acteurs supérieurs. Et donc là, quand on regarde les travaux de Clayton Christensen, il prédit que ce sont les acteurs historiques qui vont finalement gagner la course à l'innovation continue parce qu'eux sont rodés avec un business model dédié à ces segments de clients. D'autant qu'ils maîtrisent initialement et au long cours la chaîne de valeur complète. Exactement. Et il y a parfois aussi des critères de performance qu'il est difficile d'acquérir rapidement. Si on prend par exemple l'exemple du marché automobile, donc la remontée en gamme, il y a une remontée en gamme qui est assez connue, qui est celle de Toyota, des Japonais aux États-Unis dans les années 80. Donc ils sont arrivés par le bas du marché, qui petit à petit sont montés en gamme et qui ont essayé de s'attaquer au haut de gamme avec la Lexus. Alors ça a marché pendant un temps, mais aujourd'hui ils sont en train de chercher un second souffle, ils n'arrivent plus à renouveler leur gamme, alors qu'on voit en parallèle que des acteurs comme BMW ou Mercedes se portent très bien. C'est parce qu'en fait, il y a un critère de performance qui est important sur les segments de marché supérieurs de l'automobile, c'est l'image de marque. Et forcément, l'image de marque, elle ne se construit pas du jour au lendemain, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur la mode, par exemple, ou le luxe. C'est un actif de la chaîne de valeur. C'est ça. C'est que les acteurs ont mis en place des barrières d'entrée qui sont encore très efficaces, et que des business models ne permettent pas de le contourner encore. C'est ça. Et comme le dit à l'instant Aïkal et David là, sur le chat, on voit bien qu'ils se rapprochent là aussi d'une formule complète chaîne de valeur physique et digitale sur le français. C'est ça. Et il me semble que Free aussi initialement n'avait pas de boutique et s'est mis à ouvrir des boutiques en ligne.
pour ses abonnés en téléphonie mobile. C'est à vérifier. Tout à fait. Alors, donc pour revenir à la discontinuité de marché, la deuxième élément qui expliquerait pourquoi un acteur ne remonte pas en gamme, c'est aussi sa discipline. C'est-à-dire que, comme on vient de le montrer, l'entrée de gamme peut être très très rentable pour les acteurs en place. Et la remontée peut être assez risquée. Donc c'est pour ça qu'il y a certains acteurs comme Leader Price, comme BIC, qui ne montent pas en gamme, ou comme Ikea, et qui décident de rester, vraiment de s'attacher à rester sur l'entrée de gamme. Donc cette remontée en gamme n'est pas quelque chose d'automatique pour ces deux phénomènes. 1, discontinuité de marché. 2, la discipline de l'acteur en place. Nous arrivons au bout de ce qu'on avait prévu de vous partager. On est pile dans les temps, Raphaël, merci. Si vous avez des questions, remarques, n'hésitez pas. Alors, j'en ai une, moi. Bonjour à tous, d'abord. Donc, Raphaël, là, tu nous as entretenu hein, de ces sujets de monter en gamme, descendre en gamme, etc. Il y a peut-être un point qu'on pourrait aborder également, c'est le cas des gammes de produits totalement illisibles. Par exemple, juste avant que Apple secoue le marché des téléphones mobiles, vous aviez Alcatel, Ericsson, Nokia, qui, tous les trimestres, sortaient 4, 5, 6 modèles différents, un avec clavier, un avec clapet, un qui se ferme pas, etc. Du coup, l'offre était totalement illisible, et moi, je me souviens très bien, dans la boutique de l'opérateur télécom où j'avais pris un abonnement, le vendeur me montrait, je sais pas moi, une vingtaine de téléphones totalement différents les uns des autres, et du coup, c'était totalement illisible. Avec l'iPhone, Apple est arrivé à donner un modèle. Voilà, il y a un modèle, donc 64 Go, 128 Go, mais ça c'est du détail. Et du coup, l'offre était beaucoup plus lisible. Qu'est-ce que tu en penses, ça, Raphaël? Est-ce que c'est de nature, ça aussi, à brouiller un marché, à empêcher une entreprise de croître? Alors, brouiller en marché, oui, et c'est aussi se brouiller en interne. Quand on voit des gammes de produits qui sont autant désordonnées, on a envie de se poser la question, est-ce que l'entreprise est véritablement consciente des critères de performance qui sont valorisés sur le marché? Absolument. Un des derniers, un cas caricatural, c'est par exemple lorsque Nokia avait sorti un téléphone conjointement avec Nintendo qui faisait également Game Boy. Enfin, je veux dire, c'était du délire. Enfin, un produit qui n'a pas du tout marché d'ailleurs. Hein, mais voilà. Donc, voilà. Et finalement, le critère de performance que personne n'avait vu et que Apple a vu, bah, c'est d'avoir un téléphone simple et avec un choix restreint finalement, puisque les clients eux-mêmes ne savaient pas en réalité ce qu'ils voulaient. Tout à fait. On en revient sur un point, mais qu'on n'aura pas l'occasion de traiter aujourd'hui, hein, qui est comment travailler le besoin, comment travailler l'expression et la valorisation du besoin, et comment cadencer cette expression de besoin et la réponse qui va avec. Et quand on pose ces quelques paramètres, ça peut paraître trivial, mais en fait, on s'aperçoit que là aussi, ce chaînage, et on revient sur une logique de chaîne de valeur à nouveau, et je renvoie aux travaux de Didier Roux, ancien patron de Saint-Gobain, sur matière de R&D, innovation là-dessus. On s'aperçoit que c'est à cadencer de façon appropriée. Et quand je dis appropriée, en l'état, ça veut tout dire, rien dire, mais en tout cas, il y a un point d'attention à avoir. Et en tout cas, ça nécessite, comme je le voyais ce matin, là, avec ce gros acteur de luxe dans le monde de l'habillement, ça nécessite de travailler la valorisation du besoin. Alors, différents outils qu'on connaît ici, hein, bien évidemment, mais en tout cas, si le besoin n'est pas travaillé, on va avoir une tendance à vouloir répondre, comme tu le disais, à ICAL, sur tout un tas d'offres possibles qui, en fait, sont quelque part à côté de la véritable création de valeur. Voilà, mais là, en l'occurrence, comme malheureusement ces fabricants de téléphones n'avaient pas travaillé ce besoin, bah, ils ont fait feu de tout bois, en fait, dans toutes les directions. Et ça n'a pas fonctionné, en fait, hein, puisque aucun de leurs modèles n'a réussi à endiguer le tsunami iPhone. Et ça, cette mécanique-là, cette mécanique potentiellement, j'allais dire, infernale, on la retrouve dans les dispositifs internes d'innovation des grands groupes. Absolument, absolument. Et là, si tu le permets, je vais aborder un cas réel, hein, donc le POC lunettes connectées qu'on a fait à la Poste. Donc il s'agissait, enfin
la direction des services à la personne, donc la Silver Economy plus précisément, avait demandé à la BSCC de trouver un dispositif pour aider les facteurs à installer une box chez les clients seniors dans le cadre de l'offre Veiller sur mes parents. L'installation de cette box étant complexe, il fallait former les facteurs à cette installation. Le problème, c'est que voilà, on ne peut pas former 87 000 facteurs comme ça pour un projet innovant dont on ne sait pas s'il va être rentable. Donc du coup, ce qu'on a proposé, c'est d'équiper les facteurs de lunettes connectées comportant une caméra et qui permettent à un expert à distance, un expert de l'installation des box, de voir ce que le facteur a dans son champ de vision pour lui expliquer, voilà, tu branches la rouge sur la bleue, la jaune sur la verte, et hop, ça va marcher. Au départ, la direction métier nous avait demandé, en fait, nous avait fait une demande qui était assez futuriste et assez en mode science-fiction. Ouais, et donc l'idée, c'est que on avait essayé de bien travailler le besoin, on l'a réduit sur le concept de ce qu'on appelle le MVP finalement, le Minimum Viable Product, et ça a été un travail qui a été un petit peu long, mais qui a ensuite donné tous ses fruits. Donc j'insiste beaucoup, comme le disait Bruno à l'instant, sur l'étape essentielle de circonscrire le besoin, parce que c'est le seul moyen en fait de maîtriser la valeur créée pour les métiers. Voilà. Et pardon. Oui, pardon. Sur les lunettes connectées, parce qu'on a eu des cas similaires à ce que tu évoques, à ECAL par ailleurs. Il y avait en fait une confusion sur la prouesse technologique de lunettes très high-tech, un peu genre Minority Report Exactement. ou Mission Impossible qu'on connaît bien, avec le réel besoin qui était simplement d'avoir un accès via une caméra sur la lunette connectée à une réalité vécue par un technicien de maintenance, par exemple sur un site, voilà, pour qu'il soit guidé par un expert. Voilà, c'est exactement ça. Le rapport de prix de mémoire de 1 à 20, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça. Premier impact. Deuxième impact, ah bah tiens, il faut des lunettes dans des conditions extrêmement précises dans un premier cas, de qualité d'environnement, etc., parce que c'était beaucoup plus sensible que les lunettes avec une simple caméra, où quelque part on les mettait dans la poche et c'était pas grave si elles n'étaient pas très bien pliées. Exactement. Les modèles les plus sophistiqués, donc qui coûtaient 20 fois plus cher que les modèles plus réalistes, ne fonctionnaient pas en fait dans la ruralité, puisque les conditions télécom n'étaient pas du tout réunies. C'est très intéressant parce qu'on voit donc que ce qui est important, c'est vraiment arriver à définir le périmètre du besoin. Donc là, on fait rappel au précédent webinaire qu'on avait fait sur le Job to be done, qui permet justement d'arriver à identifier le contexte qui fait émerger le besoin chez le client. Et donc, facilement, on peut arriver à définir des indicateurs de performance associés pour arriver à satisfaire le besoin. Ce qu'on constate aussi, c'est que quand une entreprise est positionnée sur un marché depuis très longtemps, donc on l'a vu précédemment, l'offre augmente beaucoup plus rapidement que les besoins des clients. Et en fait, on se rend compte que l'entreprise ne sait parfois plus vraiment ce qu'elle vend. Ou alors, elle a l'impression de vendre un truc, mais les clients achètent autre chose. C'est un peu la formule la citation qui est assez connue, qui dit que les entreprises savent rarement ce que les clients achètent. Il y a parfois, avec le temps, un espèce de décalage entre les deux. Et c'est dommage puisque l'entreprise a tendance à améliorer, à investir sur ce qu'elle pense vendre et qui va, avec le temps, se désaligner avec les besoins du marché. Ça, c'est un point de vigilance très fort pour piloter une véritable stratégie d'innovation versus l'évolution des marchés, surtout lorsqu'on est, j'en pense encore au cas de ce matin, sur les 4 continents. C'est clair. Y compris avec des pays, le cas de la Turquie était cité ce matin en disant il y a des barrières d'usage qui sont extrêmement fortes au sein même du pays, entre la campagne et la ville, pour faire simple. Comment est-ce qu'on fait pour placer néanmoins des logiques à la fois de distribution de produits de luxe textiles, avec en plus des logiques RSE. Et là, voilà, mais
la RSE, suivant qu'on change de département, alors je ne sais pas s'il y a des départements en Turquie, mais en tout cas, suivant qu'on change de localisation géographique, n'a rien à voir dans un cas et dans l'autre. Ouais, complètement. C'est que les modèles qu'on a présentés aujourd'hui, ça peut paraître très théorique, ça peut paraître universitaire, qui ne s'applique pas à la réalité, alors qu'en fait, il y a des conséquences qui sont très concrètes, hein. Une fois qu'on est arrivé à mapper son marché, à identifier les différents segments de clients, à identifier les critères de performance associés, on est capable de définir là où on veut aller, sur quel marché on veut se positionner, donc avec les critères de performance associés, et donc, par exemple, de créer une roadmap R&D pour arriver à faire monter en performance le produit. Absolument, et donc, par exemple. Pardon, on réduit ainsi l'incertitude caractéristique de l'innovation. C'est-à-dire que l'incertitude, aujourd'hui, il y a deux approches. Il y en a qui disent, bon, bah, de toute façon, c'est incertain, donc on fait avec. Et en gros, on tire de tous les côtés, comme on le disait tout à l'heure, avec la gamme de téléphonie qui part dans tous les sens. Et puis, il y en a d'autres qui disent, bah, en fait, c'est incertain, donc on a testé une fois, ça n'a pas marché, on arrête. Mais il y a une autre manière qui consiste à réduire le risque, avec l'approche du job to be done, et le maîtriser. Oui, absolument. Et si je reprends l'exemple de l'iPhone dont j'ai parlé précédemment, l'iPhone, c'est de la microélectronique, qui était une compétence que Apple n'avait absolument pas, hein, puisqu'il fabriquait plutôt des ordinateurs. L'iPhone n'aurait pas pu exister sans l'iPod, qui a été créé juste avant, pour justement que les équipes d'Apple, petit à petit, rentrent un peu sur le sujet de la microélectronique, miniaturisation des disques durs, processeurs mobiles, batteries, etc., etc. Et là, Haïkal, tu ouvres, et je vous propose, parce qu'il nous reste 3 minutes, de conclure par cette ouverture qui est que on a dans le processus d'innovation le travail de ce qu'on appelle nous de transposition. Dit autrement, par exemple, quel techno, quels usages pour l'iPod on a pu obtenir et en quoi ce couplage techno-usage peut être transposé dans un autre univers. Voilà, et exactement. Ça, typiquement, pour rassembler on va dire, les quelques éléments qu'on a pu présenter ce matin. Ça aussi, c'est un levier, mais on fera peut-être un prochain webinaire là-dessus, un levier majeur d'efficacité, puisqu'en fait, on le constate aussi dans des écosystèmes, y compris d'ailleurs dans les startups qui sont relativement développés, qui ont passé plusieurs levées de fonds, mais aussi dans les grands groupes, il y a, par des effets de silos culturels, là on n'a pas le temps de lister la mécanique en place, mais il y a un défaut de transposition que à contrario, Apple avait su transcender et qui fait que cette logique de transposition, dès lors qu'elle est mise en place et instanciée avec un minimum de gouvernance finalement, arrive du coup à rendre des services, j'allais dire, de gain de temps et d'énergie pour les équipes d'innovation de façon très, très importante. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque part quelqu'un qui n'aurait pas pris la parole qui voudrait poser une dernière question avant qu'on arrête le webinaire pour aujourd'hui? A priori, non. Donc, non. Et David nous propose un article de son cru dans le fil de message. Voilà, donc je n'ai pas lu celui-là, mais en général, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas. Le lien entre l'iPhone et la quadrature du sac. Ouais, merci David. Merci à vous tous. Merci Raphaël et merci à Haïkal. Et merci Raphaël. À la prochaine fois pour un prochain thème sur l'innovation. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.